Salut à tous, c'est Julien. Et Maxime. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un premier épisode de la série photo versus 3D où en fait on va voir un petit peu les principes de base de la photo appliqués du coup. Au monde de la 3D. Tout à fait, merci. Je suis aujourd'hui avec un GH5, donc avec un objectif de 12-60. On va voir un petit peu aujourd'hui le cadrage. Et puis ensuite, derrière, on verra les applications sur... Dans les logiciels, donc Julien va vous montrer directement comment est-ce que ça fonctionne avec un appareil photo. Puis moi, mon boulot, ce sera de vous montrer comment ça fonctionne dans After Effects, Cinema 4D et Octane Render pour Cinema 4D. Donc voilà, ça va vous permettre de revoir des bases de la photo ou de la 3D. Et puis ça va pouvoir servir pour n'importe qui, je pense. Tout à fait. Surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord et sur la page Facebook, hein, Motion Designers Community. On va commencer tout de suite. Allez, let's go! On est avec Julien qui nous a fait un petit setup et qui va nous expliquer du coup le cadrage, la règle des tiers et l'incidence d'un changement d'objectif. Donc voilà, c'est un petit exemple sans prétention, mais juste pour mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionne dans la réalité. Alors Julien, explique-nous. Alors, donc pour faire, là vous voyez, on a notre canard qui est placé un petit peu n'importe comment. Sur notre image, c'est pas forcément très esthétique, pas forcément très beau. Donc qu'est-ce que c'est que la règle des tiers? En fait, vous voyez que là, sur mon écran retour, j'ai des lignes. Donc c'est des lignes d'intérêt, et en fait, au niveau de l'intersection de ces lignes, on a vraiment des points forts qui vont diriger un petit peu l'œil. Donc après, Maxime vous expliquera un peu plus en détail l'incidence de ces lignes et de ces points forts. Mais déjà en photo, on peut le voir très simplement que là, donc on a une image pas terrible. On va changer notre cadrage en mettant, voilà, par exemple, l'œil du canard à l'intersection d'une de ces lignes. Hop, on fait le point. Et voilà, on a déjà une image beaucoup plus intéressante, beaucoup plus forte. Hop. Vous voyez, on a un petit peu de flou derrière. Donc ça c'est pareil, on le verra dans un prochain épisode autour de la profondeur de champ. Voilà, c'est juste pour vous expliquer cette base très très simple. Quand vous faites pareil de la photo de paysage en fonction des lignes, ça c'est pareil, vous verrez tout à l'heure avec Maxime. Voilà, donc il faut respecter. Voilà. Si je comprends bien, voilà, je suis tout nouveau, je me mets à la place de celui qui ne connaît pas. Il faut respecter les certaines règles de composition, donc en plaçant tous nos centres d'intérêt plus ou moins sur des points et sur des lignes. Exactement. Alors, je vous ai parlé, hop, de la focale. Donc là, on était avec un objectif de 12-60. Donc c'est-à-dire que c'est un objectif avec un zoom. Voilà. Mais j'étais à 12 mm. D'accord. C'est plutôt un objectif grand angle. Et on va utiliser un 24 pour que vous voyez donc l'incidence sur notre cadrage. Hop. Donc à 24, on est x2 hein, par rapport à 12. D'accord. Hop. Donc en fonction de l'histoire qu'on a à raconter, on choisit un objectif adapté, quoi. Voilà. Et là, vous voyez là, tout de suite que on zoome en fait dans l'image. Donc c'est exactement la même chose en 3D. Si vous changez votre objectif, si vous changez votre focale, vous allez avoir donc plus les valeurs sont basses, plus vous allez avoir un grand angle, plus elles seront avancées, plus vous allez avoir un zoom. Voilà, il y a plein de petites incidences qui sont liées justement à ces changements d'objectif. Donc ça va aussi aller sur la déformation de lentilles. Donc on verra dans d'autres vidéos. Mais en fonction du choix qu'on va avoir au niveau des millimètres, on va avoir une image plus ou moins déformée. Et il y a aussi des règles qu'on n'a pas dans la 3D. Mais par exemple le fait que plus on va avoir une ouverture faible, donc par exemple dans des valeurs ici comme à 1,5, plus on va avoir de la lumière qui rentre, donc une image plus claire. Voilà, donc là on est, comme disait Maxime, avec un objectif de 1,5, 1,5, et ici avec un objectif de 2,8. Donc ça, pareil, vous le verrez un petit peu plus en détail dans la prochaine vidéo, et même tout de suite avec Maxime. Voilà, donc juste pour vous expliquer quelques petits changements qu'on peut avoir dans la réalité et qui n'auront pas forcément d'incidence dans les logiciels 3D, mais c'est toujours bien de comprendre le métier des autres pour mieux comprendre le sien. Merci Julien. Je t'en prie. Salut, et c'est Maxime que vous avez entendu derrière la caméra en début de vidéo. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne dans After Effects et Cinema 4D. Donc dans Cinema 4D, ça va être plutôt simple parce qu'on va avoir plusieurs outils. Dans After Effects, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc j'ai pris deux petites scènes d'exemple
pour pouvoir illustrer tout ça, on va voir comment adapter la règle des tiers et comment est-ce qu'elle fonctionne. Et on va aussi aller un petit peu plus loin. Donc on va tout de suite commencer en analysant quelques images qui ont déjà été réalisées pour comprendre vraiment que ça va plus loin que juste des traits et des zones et des points forts, parce qu'il va y avoir aussi toute une règle de lecture de couleurs. Donc je vais juste vous faire un petit topo sur la composition en général pour que ça puisse voilà, peut-être vous ouvrir des portes et vous donner envie de vous renseigner par vous-même. Donc on va aller tout simplement sur internet et on va aller prendre une des dernières images de Beeple. Donc Beeple qui est un artiste 3D. Donc voilà une image qui respecte quasiment toutes les règles de composition et d'attraction qu'il peut y avoir dans une image. Donc tout simplement, si on divise l'image avec la règle des tiers, on voit parfaitement que le personnage est placé sur le point fort en bas à gauche et qu'il est équilibré avec cette source lumineuse en fond. Donc ça, c'est déjà le premier point. On peut se rendre compte que plus ou moins cette tour suit la règle des tiers. Mais quand on connaît un petit peu les règles de composition, on se rend compte que cet artiste est allé vraiment beaucoup plus loin. Parce qu'il existe des règles qui fonctionnent avec la profondeur et la lumière et l'équilibre. Donc par exemple, il y a une règle qui fait que quand on fait un point, quand on place un sujet sur un point fort, généralement il faut l'équilibrer avec un autre point. Donc là on voit qu'il a équilibré ce personnage avec cette source lumineuse. Donc indirectement, on sait déjà que ce personnage va plus ou moins dans l'histoire se diriger vers cette source. Il a équilibré une source très sombre avec une source lumineuse. Pareil au niveau des règles d'équilibre. Généralement, quand on a un premier, deuxième plan, si le premier est lumineux, on va rendre le second sombre et inversement. Pareil, il y a des règles qui fonctionnent avec les natures vivantes et ce qui va être mort. Pareil, une espèce de figure mécanique et une figure vivante. Il a aussi respecté les règles de couleur, puisqu'il y a des règles au niveau des couleurs complémentaires. Et ici, il nous a fait quelque chose de froid et quelque chose de chaud au fond. Il a même rajouté encore plus de choses, donc il y a pas mal de règles en plus à connaître que je vous invite à aller chercher sur le net. Mais on voit aussi qu'il y a une ligne lumineuse, parce que les yeux sont attirés par la lumière, qui va nous amener directement vers la zone finale. Donc au niveau de la lecture de l'image, on comprend tout de suite ce qui se passe avec cette espèce de spirale. Et on va aussi avoir des objets démesurés. Tout ce qui est démesuré plaît beaucoup à l'œil humain. C'est pour ça que quand vous regardez beaucoup de peintures ou des digital painters, il y a souvent des bases spatiales démesurées, des châteaux démesurés. Et c'est pour ça que sur beaucoup de rendus ou dans beaucoup de choses, vous allez voir des tout petits personnages. C'est pour se donner une idée de l'échelle de notre image. Et dernier point, il a utilisé le rouge. Et le rouge, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est l'une des couleurs qui est le plus attirée par l'œil. Voilà, donc tout ça, je ne l'invente pas, c'est dû à de l'apprentissage que j'ai eu en rencontrant des digital painters, notamment par exemple au Art Weekend, ou encore en allant m'instruire sur le net. Donc si la composition vous intéresse, allez vous renseigner par vous-même. Avec les règles des tiers, il est aussi possible de faire beaucoup de choses. Donc on a parlé aussi du fait de placer un paysage ou un plan. Par exemple, ici, si on divise cette image avec la règle des tiers, je rappelle que c'est valable selon quel que soit le format de l'image. On va retrouver ces lignes qui vont couper notre image, qu'on soit sur un carré, sur un rectangle ou sur n'importe quelle chose. On est toujours divisé comme ceci. Et donc il convient de placer le plan souvent sur une des lignes, donc du bas ou du haut, selon si on veut rendre l'image imposante, voilà, selon l'histoire qu'on veut raconter. Donc là on peut voir qu'il a bel et bien placé son horizon sur une des lignes des tiers et non pas au milieu de l'image. Si on avait eu la même image avec le point au milieu, ça aurait été profondément pas beau. Encore une fois, on va retrouver une figure sombre, une figure claire. Le lampadaire va être situé un tout petit peu au-dessus d'un des points, mais il est sur l'une des lignes. Le personnage est au croisement d'une ligne. Cette image est attractive, cette image est belle. Et ça pourrait être une vidéo. Les règles de composition sont aussi à appliquer en vidéo. Dans ce qu'on va avoir aussi, on va avoir le full frame. Donc le principe de full frame, c'est que on peut cadrer un petit peu comme on veut quand on est sur le zoom. Ça, l'œil apprécie beaucoup. Donc par exemple, quand on est focalisé sur un endroit d'un immeuble,
Si ça déborde de tous les côtés, l'image sera assez attractive et donc on peut se permettre de se détacher un petit peu de ces règles de cadrage. Encore une fois, on a le rouge qui attire beaucoup l'œil, on l'a dit, qui est situé ici. Donc on se rend compte très vite que tous les artistes qui font des images, qui font énormément de likes, comme on pourrait dire, sont vraiment pas sorties de nulle part. Si elles sont attractives, c'est qu'elles respectent toutes ces règles. Et on va voir du coup comment les respecter. Et il y a aussi toutes les règles de lumière. Donc l'œil est attiré par la lumière et indirectement on voit sur cette image que les rayons sont plutôt dirigés vers notre figure. Notre figure qui est placée sur une des lignes, ce qui rend cette image, dès qu'on la regarde, très très attractive. Donc ça, c'était la petite parenthèse que je voulais faire avant d'aller plus loin, en prenant un artiste que j'aime beaucoup et que je suis depuis mes débuts sur Cinema 4D. Alors il fait aussi de l'animation, hein, c'est pas qu'un artiste qui va faire de l'image, donc c'est pour ça que je voulais préciser que les règles sont valables un petit peu dans tout. Donc dans Cinema 4D, c'est vraiment très simple de suivre la règle des tiers. Donc voilà par exemple un petit cheval que j'ai créé hier soir pour faire un petit daily render. Eh bien j'ai respecté cette règle pour essayer d'aller placer son visage dans cette zone, ce qui va rendre mon image beaucoup plus attractive que si par exemple j'avais placé le cheval comme ceci ou comme ceci. Voilà, c'est un angle qui va donner du dynamisme et qui va raconter un peu une histoire parce qu'on va avoir la tête un peu en opposition avec le bas, il se passe des choses. Donc pour activer toutes ces règles LED, c'est vraiment très très simple. Je vais retourner dans ma scène et je vais tout simplement changer le format pour montrer que ça s'adapte bien partout. Donc je me mets en 1920 par 1080 et on va voir que mes tiers s'adaptent. Voilà, donc si j'ai envie de placer mon cheval et que je voulais raconter une scène, pourquoi pas le mettre ici. Voilà. Et là, mon image est plus attractive que si je le mets au centre. Donc il y a aussi toutes les règles de symétrie. On peut centrer un objet ici ou ici s'il va y avoir une symétrie sur la droite et sur la gauche. Donc c'est ce qui permet de transgresser cette règle des tiers. C'est à partir du moment où on va avoir de la symétrie. Donc je ne sais pas si on va avoir... Voilà, ici on a un exemple précis. On va avoir du framing. Donc c'est quand des objets vont venir aussi entourer et créer un cadre naturel. Et là on a une symétrie entre les arbres. Donc là on va avoir quelque chose d'assez attractif, et quand on a quelque chose de très symétrique, on peut se permettre d'avoir un plan beaucoup plus au centre. Donc je vous invite à regarder beaucoup d'images, beaucoup d'images qui vous plaisent. Tout simplement aller sur Google, tapez grille des tiers, vous allez avoir plein d'exemples. Regardez des plans de films, toutes les photos, tout ce qui marche. Ça fonctionne beaucoup avec cette règle. Après, il y a plein d'autres règles qu'on verra sûrement plus tard, notamment la spirale d'or et toutes ces choses-là qui sont aussi très intéressantes à étudier. Mais je ne vais pas faire une vidéo dessus parce qu'on pourrait faire des conférences de plusieurs heures sur comment est-ce qu'après on va transgresser, comment est-ce qu'on peut jouer en fonction de la lumière, des couleurs qu'on va avoir. Enfin voilà, on va avoir vraiment beaucoup de choses. Je reviens à mon cinéma 4D. Donc pour avoir notre grille, c'est vraiment très simple. Donc à partir du moment où je vais créer une caméra, donc ici, je vais avoir dans les options de composition toutes mes options. Et donc si je clique sur dessiner grille et que je me mets dans ma caméra, je vais avoir ma grille pour m'aider à cadrer mon image. Ce qui va être vraiment très très pratique. Donc on va avoir tous nos points d'intérêt, et si on fait une petite scène, voilà, je sais que j'ai mon cheval ici, je vais peut-être penser à l'équilibrer, ou alors s'il est au premier plan, je vais peut-être pouvoir me créer un arrière-plan avec une montagne, voilà, si mon cheval est ici, enfin voilà, faut jouer avec ces règles. Ici je suis pas à la bonne échelle non plus, et du coup c'est ce qui m'amène peut-être parfois à changer d'objectif et venir sur du grand angle, comme a montré Julien en début de vidéo. Donc ici je vais plus pouvoir avoir mon cheval au centre et puis créer tout un décor derrière, etc. Ou même pour une vidéo, voilà. Donc c'est dans objet que je vais pouvoir changer mes valeurs d'angle, qui sont importantes pour le cadrage, mais on a fait une autre vidéo dessus. Et c'est dans composition, donc dans l'onglet composition de caméra, que je vais pouvoir ajouter toutes mes règles. Donc on va avoir la diagonale, on va avoir les grilles et toutes les autres règles. Le triangle, la spirale d'or, la croix de visée, la section dorée, etc. On parlera une autre fois de cette règle, de toutes ces règles,
puisque je pense qu'avec les tiers et éventuellement la spirale d'or, on peut faire beaucoup de choses. Alors la spirale d'or, c'est une espèce de concept, voilà, où il y a un sens de lecture de l'image, et quand on arrive à un certain endroit, voilà, ça rend le tout très attractif et ça s'adapte aussi au format. Donc encore une fois, Google est votre ami, ne restez pas sur votre faim, nous on fait cette vidéo pour vous aider un petit peu, mais regardez des images pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, on voit que ça suit la courbe du visage, on voit que ça va du plus sombre au plus clair. Il y a beaucoup de choses pour apprendre sur le net. Donc voilà, au niveau de cinéma 4D, c'est vraiment pas très dur de faire de la composition. On a vraiment toutes les aides possibles. Sur After Effects, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc voilà, sur Cinema 4D, on n'oublie pas l'onglet composition et qu'on peut changer d'objectif ici pour donner, voilà, pour donner des valeurs différentes, donc en fonction de la scénographie qu'on veut donner à une image, un rendu, un title design et tous ces trucs là, voilà. Donc n'hésitez pas à suivre un peu toutes ces règles. Donc là, le cadrage devient un peu horrible dû à tout ce que j'ai fait, mais sur l'image que j'ai montrée en début de vidéo, c'était un petit peu mieux. Donc sur After Effects, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va pas avoir toutes ces aides. Alors ce qui fonctionne vraiment très bien, ça va être d'aller sur Google et pourquoi pas télécharger une grille. Alors il y a des outils, je sais qu'il y a des outils qu'on va pouvoir télécharger. Donc là, 1920 par 1080. Bon, ça va être un petit peu plus dur, mais le mieux, voilà, ça va être de chercher soi-même voilà, une grille référence. Je vais enregistrer l'image show, voilà, blablabla, tous les droits pour ce photographe. Merci beaucoup à la personne qui a fait cette image. Et pourquoi pas venir charger du coup cette image que j'ai enregistrée sur mon bureau. J'ai même pas retenu où est-ce que je l'ai enregistré. Est-ce que ça s'appelle composition 1? Enregistrer l'image. Désolé hein, pour ce petit temps. Hein. Voilà, c'est composition 1. On n'hésite pas du coup à venir faire glisser composition 1 dans After Effects et se créer soi-même un petit peu ses presets en venant activer par exemple les règles, et je vais venir me tirer mes règles. Voilà, tout simplement. Ce qui va me permettre de m'aider à cadrer le tout. Hop, hop. Parce que voilà, dans les aides un petit peu qu'on va avoir de base, on va avoir la grille proportionnelle, on va avoir la grille proportionnelle, ça nous aide, ça nous aide moins quoi. Et on va avoir aussi les titres actions sécurité. Mais moi j'étais déçu de ne pas avoir ça. Et voilà, une fois qu'on les a tracés, on les a. Et donc maintenant je vais pouvoir venir un petit peu cadrer mon image, cadrer mes systèmes de particules. Et je sais que voilà, en les mettant sur ce genre de centre d'intérêt en fonction du zoom, ça va les rendre beaucoup plus attractifs que si je l'avais juste centré. Voilà, peut-être que si je l'avais centré et que j'avais fait ça, le résultat ou l'impact final aurait été un peu moins intéressant, en partant du principe qu'il avance, que si voilà, je venais choisir une espèce de centre d'intérêt par ici, et que je venais ajouter dans mes options de caméra, du depth of field et tout ça. Donc dans After Effects, pour changer ces options de caméra, il suffit tout simplement d'aller sur calque, paramètres de caméra, et on va avoir plusieurs paramètres. Donc ça on l'a vu avec Julien, on l'a vu dans Cinema 4D, mais plus je vais avoir une valeur faible dans les millimètres, plus ça va déformer mon image, et plus je vais avoir ce qui s'appelle un grand angle. Donc vous voyez que ça change vraiment la valeur de zoom et la déformation qu'on va avoir. Donc, par exemple sur un 50 mm, je ne vais pas du tout avoir le même aspect que quand je suis en grand angle. Voilà, donc ça c'est des notions très importantes à connaître. Et voilà, tout simplement. Après, il va falloir venir jouer avec toutes les autres choses qu'on va avoir, toutes les règles de composition, venir ajouter notre profondeur de champ, jouer avec l'ouverture, blablabla. On vient toujours en mode vue personnalisée pour régler sa profondeur de champ. On voit que ça fonctionne voilà, un petit peu comme Cinema 4D. De toute façon, il y a tout un tuto qu'on va faire sur la profondeur de champ. Mais voilà, je peux régler
ma mise au point, je reviens en caméra active, voilà, j'essaye d'avoir une mise au point plutôt sur le devant et d'avoir par exemple voilà, des petites zones floues pour rendre mon image un petit peu funky et à n'importe quel moment je vais pouvoir du coup faire disparaître mes repères. Et là ça m'a beaucoup aidé si j'étais en train de faire cette animation de toutes mes particules qui sont en train de voler, qui sont en train d'avancer, bah, dans leur manière peut-être de passer sur l'écran ou avant que ça révèle un texte. J'essaierai de réfléchir à tous ces points focaux plutôt que de juste me focaliser sur un mouvement. Voilà donc ces règles de composition, c'est des règles qui fonctionnent en dessin, qui fonctionnent en peinture, qui fonctionnent en animation, en image fixe. On ne les a pas du tout inventées, aujourd'hui on les a essayé d'expliquer, comme je disais, modestement, nous on est encore très loin des niveaux qu'on aimerait avoir, et on est autodidacte comme beaucoup de personnes, donc il a fallu un petit peu réfléchir à puiser des connaissances à droite à gauche et c'est vrai que pour moi ça a été pendant un bon petit moment une lacune de comprendre voilà, comment fonctionnaient les tiers, comment fonctionnaient les règles d'équilibre, comment l'œil, voilà c'est des trucs tout bêtes mais comment est-ce qu'il lit une image en profondeur par rapport au flou, par rapport à la lumière, pourquoi est-ce que quand on met du bleu et du orange ça marche bien, pourquoi est-ce que quand on met je sais pas, du bleu et du vert, ça marche aussi bien, parce que tu as toutes les complémentarités, je sais pas si on dit, je sais pas si ce mot est français, mais en tout cas, comment est-ce que ça fonctionne, et on voulait faire cette petite série de vidéos. Donc c'est la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il y en a 4 autres, qui sont disponibles tout simplement dans la description ou en fin de vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre le groupe de partage. Je vais prendre un petit verre. Le groupe, c'est pas le groupe, l'Instagram de partage Motion Designers qui est bientôt à 100 000 abonnés. Vous avez le groupe de discussion et d'entraide Motion Designers Community où vous pouvez poster vos rendus, poster vos images. Voilà, on voit bien que le petit sous-marin n'est pas centré. Et du coup, ça raconte une histoire bien plus forte avec le stylo et le sous-marin que si les deux étaient centrés, blablabla. Voilà, n'hésitez pas à venir poser des questions, partager vos rendus, blablabla. On a aussi la chaîne YouTube sur laquelle il ne faut pas que vous hésitiez à vous abonner. Il y a vraiment énormément de contenu, il y a des interviews, il y a de l'inspiration, des tutos cinéma 4D, des tutos After Effects, des tests, des reviews. Et on organise aussi des événements physiques. Donc là, j'ai vu une petite vidéo traîner, c'était assez marrant, c'était assez fun. Et donc, si vous voulez vous renseigner ou venir participer à la communauté, n'hésitez pas à rejoindre tout simplement le groupe. Regardez un petit peu ce qui se fait dans la section événements, voilà, vous trouverez les meet-up. Et on a aussi un Discord de partage et d'entraide. Donc qu'est-ce que Discord? Eh bien Discord c'est un salon de chat textuel et vocal où vous trouverez voilà, différents threads, où vous verrez les admins, les modos, où vous allez pouvoir parler aux gens sans publicité, voilà, contrairement à Facebook. Avec un petit système de messages perso, vous allez pouvoir poser des questions sur les computer setup, partager des inspirations par les 3D, flat design, VFX, mapping, sound design, musique, poser des questions dans Help, mais aussi aller dans des threads qui sont par exemple réservés un petit peu à la photo vidéo. Donc ça permet de faire un petit peu du hors sujet par rapport à ce qu'on va avoir sur le groupe Facebook, voilà, qui est un seul topic de discussion. Là, dans le Discord, on va avoir beaucoup plus de choses. Donc, je vous invite à nous rejoindre et puis venir discuter avec tout le monde. Il y a une bonne ambiance et vous pouvez vous connecter en audio à n'importe quel moment en cliquant dans un salon pour venir parler à un membre. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, en fin de vidéo, les 4 autres vidéos vont apparaître. Donc, je vais en mettre une. Je vais en mettre une sur chaque coin grâce à YouTube et n'hésitez pas du coup à suivre la prochaine, voilà, vous abonner sur les réseaux Instagram. Je fais ma pub en fond pendant que vous êtes en train de vite quitter la pub, vite cliquer sur une autre vidéo. Et vous pouvez aussi aller sur tuto.com, le lien est dans la description, on fait des formations payantes et voilà, des formations parfois qui vont jusqu'à 35 heures. Et un moyen de nous soutenir, si vous aimez bien ce qu'on fait gratuitement, c'est aussi d'aller sur les formations qu'on élabore, voilà, les formations payantes, et qui sont bien sûr sur un format un petit peu plus cadré, et vraiment, c'est des cours qu'on a mis très longtemps à préparer. Donc je vous invite, voilà, si vous avez envie d'apprendre, à aller tout simplement sur notre tuto.com. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt. Ciao!